À la une de l'actualité, au Tchad, les élections législatives prévues en novembre ne pourront pas avoir lieu en raison d'importants retards dans l'organisation, selon le cadre national de dialogue politique. En Afrique du Sud, John Davison, un défenseur de l'euthanasie, fait face à une autre accusation de meurtre avec préméditation devant un tribunal du Cap. Et puis en France, après les nombreuses manifestations d'opposition, le président Emmanuel Macron fait face ce samedi à une nouvelle fronde populaire avec le mouvement des Gilets jaunes. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Les élections législatives au Tchad, prévues pour novembre, n'auront pas lieu, et ce, en raison d'importants retards d'organisation. Les détails. Les élections législatives au Tchad, initialement prévues en 2015 et repoussées à plusieurs reprises par manque de moyens financiers, n'auront pas lieu en novembre comme l'avait annoncé en avril 2018 le président Idriss Déby Itno. Et pour cause, d'importants retards ont été enregistrés dans l'organisation du scrutin, selon le cadre national de dialogue politique. Selon cet organe composé de membres de la majorité et de l'opposition et mis en place en mai, il est nécessaire d'obtenir un consensus sur les modalités du scrutin pour organiser des élections apaisées. Les élections législatives devraient coûter 70 milliards de francs CFA, selon les autorités qui affirment ne pas disposer d'une telle somme. Élections législatives en Guinée-Bissau, le scrutin n'aura pas lieu ce dimanche. La date sera fixée après la conclusion du recensement électoral, actuellement achevé aux 2/3. Le président bissau-guinéen José Mario Vaz a fait sa déclaration jeudi soir de retour d'une visite de 24 heures à Abuja. Il s'y est rendu pour s'entretenir avec le chef de l'État nigérien, président en exercice de la CEDEAO, médiatrice dans la crise politique en Guinée-Bissau. Les prochaines élections législatives doivent permettre de dénouer la crise que traverse le pays depuis l'éviction en août 2015 par le président de son premier ministre, Domingos Simoes Pereira. Un nouvel accord de sortie de crise avait été conclu le 14 avril à Lomé, au sommet extraordinaire de la CEDEAO, qui a abouti à la désignation d'un premier ministre de consensus, Aristide Gomes, chargé de conduire le pays aux élections législatives initialement fixées au 18 novembre. Mais à présent, le report est devenu inévitable, en raison notamment du retard pris dans le recensement électoral, censé s'achever le 20 octobre et prolongé jusqu'au 20 novembre. Le président a souligné qu'une nouvelle prolongation du recensement électoral était sans doute nécessaire, ajoutant que les opérations sont déjà autour de 65%. Lors de consultations mercredi sur une nouvelle date pour les élections, le Premier ministre a précisé avoir proposé au président plusieurs alternatives, s'échelonnant entre le 16 décembre et le 27 janvier. Le nord et l'est du Burkina Faso sont en proie aux attaques djihadistes. Les enseignants sont devenus une des cibles privilégiées des djihadistes qui font la guerre à l'éducation occidentale. Plusieurs centaines d'écoles fermées, professeurs menacés et obligés de fuir les villages. Voilà le tableau du nord et de l'est du Burkina. Pour les enseignants qui vivent avec la peur au ventre, les djihadistes tuent l'éducation à petit feu. Ils ne veulent pas l'école des Blancs, mais l'école en arabe, disent-ils. Des zones entières du nord et de l'est du pays sont constamment ciblées par les djihadistes qui tuent régulièrement des forces de sécurité, mais aussi des civils. Les attaques islamistes ont fait 229 morts depuis 2015, selon un bilan officiel publié fin septembre. Selon des témoignages et les services sécuritaires, les djihadistes viennent du Niger et du Mali, mais aussi du Burkina Faso. Dans leur logique de contrôle du territoire, les djihadistes ont clairement fait de l'éducation une cible. Le nombre d'écoles fermées, la majorité dans des villages agricoles, se chiffre en centaines. Près de la frontière avec le Mali, un professeur a témoigné de ce qu'il a un temps dormi avec des villageois pour pas qu'on le repère facilement, refusant de loger dans la maison de l'école jugée trop exposée.
Mais en 2016, l'assassinat d'un de ses collègues et la menace grandissante ont convaincu les enseignants d'abandonner les classes. Les professeurs ont donc rallié les villes de Fada, Ngourma, et certains ont été jusqu'à Ouagadougou pour se réfugier. L'État doit se donner les moyens pour assurer la sécurité pour que l'ensemble des enfants du peuple puissent avoir accès à l'éducation. Je le disais en titre, en Afrique du Sud, un défenseur de l'euthanasie fait face à une autre accusation de meurtre avec préméditation devant un tribunal du Cap. Sean Davison est accusé d'avoir tué Justine Varian en 2015. Il aurait commis ce acte avec un sac et de l'hélium pour l'asphyxier. Sean Davison a comparu devant un tribunal du Cap pour des faits qui remontent à 2015. Fondateur d'une organisation qui milite en faveur de la légalisation de l'euthanasie en Afrique du Sud, l'homme a été arrêté et inculpé pour le meurtre d'un homme devenu paraplégique à la suite d'un accident de la circulation. Mais selon un porte-parole du parquet, il est possible que Sean Davison ait commis d'autres meurtres du même type. Nous avons ajouté une deuxième accusation de meurtre prémédité. Nous l'accusons du meurtre de M. Justine Varian, durant lequel il lui a mis un sac sur la tête et lui a administré de l'hélium dans l'intention de l'asphyxier. En attendant des enquêtes approfondies pour établir la responsabilité de l'accusé dans ces faits, il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire après versement d'une caution de 20 000 rands, soit 1 150 €. Notons que le droit à l'euthanasie est interdit en Afrique du Sud. À ce jour, seuls quelques rares pays comme la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, ainsi que certains États américains l'autorisent. Il en est de même pour le suicide médicalement assisté, également autorisé dans les pays précités et en Suisse. D'autres pays tolèrent cependant l'euthanasie passive, qui est le renoncement au traitement entraînant la mort. À Istanbul, en Turquie, plusieurs dizaines de personnes se sont rendues à une prière funéraire symbolique en hommage à Jamal Khashoggi. Il s'agit du journaliste saoudien qui a été tué le mois dernier dans le consulat de son pays et dont le corps n'a pas été retrouvé. Une cérémonie d'hommage à Istanbul à la mémoire de Jamal Khashoggi. Venus de divers horizons, les soutiens du journaliste ont assisté à une prière funéraire symbolique. Pour la circonstance, la prière de l'absence a été prononcée, un rite prévu dans l'islam pour les morts dont le corps a été détruit ou est introuvable. 45 jours après, convaincu que désormais son corps ne sera jamais retrouvé, nous avons organisé cette prière pour le salut de l'âme de Jamal en demandant l'autorisation à sa famille. C'est une prière funéraire symbolique. Nous sommes vraiment très tristes et très déçus et nous voulions partager cette peine et cette douleur avec tous les gens qui le connaissent, qui le soutiennent. Voilà. Pour les proches du journaliste assassiné, cette prière funéraire vise aussi à réclamer justice pour Jamal Khashoggi. C'est un message au monde. Ce crime ne restera pas impuni. La justice sera sans aucun doute rendue. Il ne faut pas que la justice soit rendue trop tard. Plus elle sera rendue rapidement, plus cela apaisera le cœur de sa famille et de ses proches. Jamal Khashoggi, un éditorialiste critique du pouvoir saoudien, en particulier du prince héritier Mohamed Ben Salam, a été tué le 2 octobre dernier dans le consulat de son pays à Istanbul. Son corps a été ensuite démembré et reste depuis introuvable. Allons à présent en France où une manifestante est morte en Savoie sur un barrage organisé par les Gilets jaunes et non déclarés. Elle a été heurtée par une voiture dont la conductrice a été prise de panique. Après les manifestations d'opposition qui ont marqué son mandat, le président français Emmanuel Macron a fait face ce samedi à une nouvelle fronde populaire menée cette fois par les Gilets jaunes, des automobilistes en colère qui entendent bloquer la France, un mouvement terni par un accident mortel. En effet, une manifestante est décédée dans les Alpes françaises après avoir été heurtée par une voiture. Monsieur le préfet de Savoie,
Est-ce que vous nous confirmez cette information dramatique d'une personne manifestante décédée prise dans un accident par une conductrice qui, avec son enfant, a paniqué et aurait roulé sur une manifestante qui, selon mes infos à l'instant, juste à l'instant, serait décédée. Monsieur le préfet, est-ce que vous me confirmez cela? Est-ce que vous pouvez me donner des éléments? Effectivement, une conductrice qui a emmené sa fille visiblement chez le médecin est arrivée au barrage au titrage, on va dire, et des personnes ont tapé sur sa voiture et elle a paniqué. Elle a accéléré et elle a heurté quelqu'un. Environ 1500 actions sont attendues sur le territoire. Blocage de routes, de supermarchés, de stations essence, dont seule une centaine aurait été déclarée. Paralyser le pays en empêchant toute dépense, c'est le moyen de pression envisagé par les Gilets jaunes. L'ampleur que prendra la contestation reste cependant inconnue, le mouvement étant largement spontané. Ce journal se poursuit. L'édition 2018 du Festival international de théâtre du Bénin FITEB a officiellement été lancée ce vendredi. Ce festival, qui va durer environ 2 semaines, permettra aux acteurs des différents pays de parcourir 6 villes pour 75 représentations théâtrales. Comme annoncé, la 14e édition du Festival international de théâtre du Bénin FITEB s'est ouverte ce vendredi sous le thème « Théâtre, engagement civique et social pour un développement durable au Bénin, en Afrique et dans le monde ». Ce thème a été inspiré par l'observation ces 2 dernières décennies, tant au Bénin qu'en Afrique et dans le monde, d'une foison de ces diverses formes de théâtre non conventionnelles, tant dans les sujets abordés que dans les esthétiques apparentées. Et c'est à la faveur d'une table ronde que les dissemblances et les similitudes entre ces différents théâtres, entre leurs cibles et leurs propos respectifs, seront analysés. À l'ombre du théâtre classique ou du théâtre dit majestueux, du théâtre élevant, nous voyons émerger de petites formes d'autres théâtres. On dirait que ce n'est pas une spécificité de notre époque, mais aujourd'hui, la particularité est de plus en plus que le théâtre n'est plus perçu uniquement comme art, mais davantage comme instrument de communication. On a de plus en plus le théâtre de développement, le théâtre forum, le théâtre des quartiers, le théâtre filmé et diffusé. On a ce que j'appelle le théâtre de tout le monde, qui veut de plus en plus arracher sa place. Et il devient important, à travers la 14e édition du Festival international du théâtre du Bénin, que nous donnions jour à cette manifestation réflexive. Ce rendez-vous international culturel va permettre de révéler l'énorme contribution du théâtre, de ces hommes et de ces femmes au progrès social, tant au Bénin, en Afrique que dans le monde. Prévue pour prendre fin le 24 novembre prochain, cette 14e édition du FITEB se déroulera dans 6 villes du Bénin. Elle connaîtra la participation de plusieurs pays étrangers, dont entre autres le Burkina Faso, le Cameroun, le Canada, la Chine et la Côte d'Ivoire. Du sport pour finir cette édition, le Maroc d'Hervé Renard a fait un grand pas vers la Coupe d'Afrique des Nations 2019, prévue du 15 juin au 13 juillet au Cameroun, et ce, en battant ce vendredi en éliminatoire le pays hôte déjà qualifié 2-0. Avec donc 10 points, les Lions de l'Atlas peuvent mathématiquement être rattrapés avant la fin par le Malawi qui se déplace aux Comores ce samedi et reçoit le Maroc lors de la dernière journée. Le Cameroun, pays hôte et tenant du titre continental, a déjà son billet en poche. S'il finit premier de sa poule, le deuxième sera qualifié. Autrement, seule l'équipe qui termine en tête se qualifiera, en plus des Lions indomptables. Ainsi prend fin cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellent week-end à tous en compagnie des programmes de Sika TV.